Bonjour à tous. Dans ma vidéo intitulée Sortir de l'hypnose collective, j'avais émis l'hypothèse un peu folle qu'une proportion plus ou moins grande de cas positifs, voire même d'hospitalisation et dans des cas extrêmes de décès, pourrait être imputée à l'effet nocebo, autrement dit au pouvoir de l'autosuggestion par lequel une personne, par ses pensées et dans l'état de transe hypnotique induit par son environnement, pourrait créer par la seule force de son psychisme des symptômes de la maladie Covid-19, sans qu'aucune contamination n'ait eu lieu. Le professeur Didier Raoult, éminent infectiologue et directeur de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille, confirme la réalité des effets placebo et nocebo, comme en témoigne son intervention au Sénat français le 16 septembre 2020. De dire que c'est dramatique d'apporter de l'espoir, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est dramatique d'apporter du désespoir. Je le pensais, je continue à le penser, je continuerai à le penser jusqu'à la mort. Et l'effet placebo, c'est effectivement, d'abord, ça commence par apporter l'espoir. Et donc il y a une négligence de la connaissance de l'effet placebo scientifique qui est terrifiante. L'effet placebo, c'est un effet biologique que l'on peut parfaitement noter avec les moyens actuels de radiologie, qui permet de voir qu'il y a des zones qui sont éteintes ou qui sont allumées. Vous savez, quand vous dites aux gens qu'ils vont mourir, on voit les zones qui s'éteignent dans le cerveau. Ça s'appelle l'effet nocebo. Et donc, quand on dit ça tous les soirs à la télévision, ce qu'on fait, on crée de l'effet nocebo qui est visible radiologiquement. Selon le principe de l'effet nocebo, sous l'effet de la panique et de suggestions répétées de type « j'ai attrapé le coronavirus et je suis en train de tomber malade », ou pire encore « j'ai été infecté et je vais mourir », par exemple, il est tout à fait possible qu'une personne connaissant les symptômes de la maladie Covid-19 développe certains de ces symptômes par autosuggestion, allant possiblement jusqu'à rendre infectieux des coronavirus déjà présents à l'état de latence dans son corps et à produire des anticorps spécifiques pour les neutraliser. Cette hypothèse pourrait expliquer ce qu'on appelle le désormais Coronagraben en Suisse. Pour information, Coronagraben est un néologisme qui veut dire, littéralement, le fossé du corona. C'est inspiré de l'expression Röstigraben, le fossé, ou plutôt la barrière des Rösti, expression dont on se sert en Suisse pour désigner la différence de mentalité entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, différence qui, il faut bien le reconnaître, est très marquée depuis toujours. Avec le Coronagraben, on a un immense fossé statistique qui sépare la Suisse romande et la Suisse alémanique. Jugez plutôt avec ce schéma présenté le 20 novembre 2020 sur le site de la radio-télévision suisse, représentant à gauche la Suisse romande, où on parle français et où on est très influencé par la culture française, et à droite la Suisse alémanique, où on parle suisse-allemand et où c'est la culture germanique qui est la plus influente. La différence est énorme. Selon les régions, ça va du simple au double, du simple au triple, voire au quadruple. Alors comment expliquer un tel fossé ? Pour les responsables politiques et les experts scientifiques, jusqu'à présent, c'est un mystère. Voici ce qu'a dit Virginie Masseret, responsable de la section contrôle de l'infection de l'Office fédéral de la santé publique, interrogée en conférence de presse sur ce Coronagraben le 12 novembre 2020. Un Coronagraben frappant, aussi entre cantons romand et alémanique. Interrogée jeudi dernier, la chef du contrôle de l'infection à l'OFSP ne s'explique pas ce phénomène. C'est probablement un des mystères de ce virus. Il y a différents facteurs probablement qui entrent en ligne de compte et on ne peut pas tous les identifier. Un des aspects, c'est peut-être la proximité avec la France, où l'épidémie était plus étendue avant d'atteindre la Suisse. Mais il y a certainement aussi d'autres facteurs de type culturel et autres. Concernant l'argument de la proximité avec la France, il est peu crédible puisque dans ce cas, les cantons suisses alémaniques ayant une frontière avec l'Autriche auraient aussi dû afficher plus de cas puisque l'épidémie y était également plus étendue avant d'atteindre la Suisse, en tout cas pour la deuxième vague. Mais ce qui invalide totalement cet argument à mes yeux, c'est qu'on observe ces fortes différences au sein même des cantons bilingues, comme c'est le cas avec les cantons de Berne,
Fribourg et Valais. Regardez par exemple le canton du Valais, où les mesures imposées par les autorités sont les mêmes pour tous les districts. Là aussi, 2 à 4 fois plus de cas entre la partie francophone à gauche et la partie alémanique à droite. Pour moi, la raison la plus crédible pour expliquer ce mystère, c'est la différence culturelle, plus précisément la différence de mentalité entre les Suisses romands et les Suisses alémaniques. Au début du mois d'août, j'avais passé toute une journée en Suisse alémanique et j'avais été étonné de constater que l'ambiance y était beaucoup plus décontractée qu'en Suisse romande. Les gens se prenaient moins la tête, peu portaient le masque dans la rue et on n'était pas obligé de le porter dans les commerces, contrairement à la majorité des cantons romans. Il y avait également moins de méfiance entre les gens. Le climat était clairement moins tendu qu'en Suisse romande, où on sentait la population beaucoup plus impactée par la psychose collective. D'ailleurs, une étude du journal Le Temps, datant du 28 août 2020, le confirme. 64% des Suisses alémaniques y affirment ne pas porter le masque, contre 31% seulement pour les Suisses romands. Ça, c'est intéressant parce que non seulement ça pourrait contredire l'efficacité du masque, mais aussi et surtout ça voudrait dire que la population suisse alémanique avait beaucoup moins peur de la circulation du virus, puisque 2 fois moins de personnes y portaient le masque. Ça va dans le sens de mon hypothèse, car en effet, si les gens portent le masque, c'est qu'ils y sont obligés et ou qu'ils ont peur du virus, et qu'ils sont par conséquent plus perméables à l'autosuggestion que ceux qui n'ont pas peur, puisqu'on sait que la peur est dissociative et donc qu'elle induit l'état hypnotique chez les sujets qui y sont sensibles. À partir de là, mon hypothèse par rapport à l'effet nocebo devient intéressante, car en état d'hypnose, on peut induire des symptômes par nos seules suggestions mentales. Toutes les personnes qui pratiquent l'hypnose ou l'auto-hypnose vous diront à quel point il est facile d'induire des effets physiologiques par la suggestion en état de transe hypnotique. Donc, si cette hypothèse est avérée, les conclusions qu'on peut en tirer sont lourdes, très lourdes, parce que ça voudrait dire que la mentalité de la population est très influente sur sa propre santé. Et donc aussi que les gouvernements et les médias ont une immense responsabilité dans le climat de peur ou de sérénité qu'ils génèrent parmi la population. Vous savez, quand vous dites aux gens qu'ils vont mourir, on voit les zones qui s'éteignent dans le cerveau. Ça s'appelle l'effet nocebo. Et donc quand on dit ça tous les soirs à la télévision, ce qu'on fait, on crée de l'effet nocebo qui est visible radiologiquement. Quand on donne de l'espoir aux gens, y compris avec l'effet placebo, on voit les zones où ça se fixe, et ça se fixe à peu près aux mêmes endroits qu'aux benzodiazépines, c'est-à-dire ça calme les gens. Donc ça, je m'excuse, c'est de la science encore. Je ne sais pas comment se sont comportés les médias et les gouvernements en Allemagne et en Suisse alémanique depuis le début de la crise, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en France et en Suisse romande, les médias mainstream se sont montrés très alarmistes, n'ayant de cesse d'instiller la peur avec des statistiques de cas montées en épingle. Le journaliste français David Pujadas, auquel on ne peut de toute évidence pas reprocher d'être complotiste, abondait dans ce sens dans une entrevue donnée au Point le 25 juin 2020 à Paris. Le conformisme ou le suivisme qu'on peut reprocher souvent au journalisme s'illustrait encore quand même, et notamment dans la peur, dans l'alarmisme. La peur fait vendre. L'émotion fait vendre, d'une manière générale. On dit beaucoup que l'émotion fait passer l'information. Moi, je trouve qu'il y a une pente très dangereuse. L'émotion fait partie de la vie. Il faut de l'émotion dans l'information, mais l'émotion doit rester à sa place. Il fallait regarder les courbes, regarder les chiffres, regarder l'histoire, regarder la géographie, pour se rendre compte qu'il y avait une situation préoccupante, il y avait un défi, mais qu'il ne fallait pas avoir peur au point que ces règles de prudence et de responsabilité qui étaient évoquées devenaient une liturgie. C'est-à-dire qu'on sortait de chez soi, on avait l'impression déjà qu'on se mettait en danger ou qu'on mettait les autres en danger. On avait l'impression que le 11 mai à minuit, le virus allait claquer la porte, qu'il allait s'en aller, que tout était permis, et qu'avant, attention, il fallait rester calfeutré.
Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je trouve qu'on a véhiculé trop de peur. Mais encore une fois, beaucoup pour des raisons commerciales. En conclusion, je n'affirme pas que la différence de mentalité et l'effet nocebo expliquent à eux seuls la différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, mais j'invite à considérer cette possibilité et en particulier les experts scientifiques honnêtes et n'ayant pas peur de s'opposer à la doxa du monde médico-pharmaceutique, à explorer cette piste intéressante. Toutes les ressources utilisées pour faire cette vidéo sont indiquées dans son descriptif. Merci pour votre écoute et à bientôt.